Alors, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là. Et puis, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque je suis professeur d'université, professeur à l'Université de Nantes et au CHU juste à côté d'ici, à un moment très critique pour l'évolution de cet hôpital, puisqu'on est entre l'ancien hôpital avec toute sa complexité architecturale et un nouvel hôpital numérique, qui va s'installer très bientôt à l'hôpital de Nantes. Alors, pour terminer cette soirée, on m'a donné un défi un peu difficile. Et je dirais que pour vous parler de la médecine dans 15 ans, finalement, je me suis dit que j'étais peut-être encore un petit peu jeune, parce que ça veut dire que quand on sera au 23e Web Today, dans 15 ans, vous serez là pour me demander quelques comptes sur ce que je vous aurais dit aujourd'hui en 2016. Je suis effectivement enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Je suis également professeur de neurologie dans la Silicon Valley, à l'Université de San Francisco. Et puis, j'ai un passé d'entrepreneur, comme quoi ça n'est pas incompatible. Et on peut effectivement passer de l'université à l'entreprise et vice-versa. Surtout, c'est une bonne habitude à prendre si on s'inspire de ce qui se fait dans la Silicon Valley. Je ne vais pas complètement me livrer à cet exercice difficile de vous dire que sera la médecine dans 15 ans. C'est certain qu'il y aura des nouvelles techniques. Il y en a beaucoup qui sont en germe. Il y a beaucoup de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles stratégies, et probablement que la manière dont on a abordé la maladie, les molécules, avec une molécule qu'on applique massivement à tout l'organisme pour soigner des maladies, ça, c'est des paradigmes, c'est des concepts qui vont changer. Et puis, il y a énormément de nouvelles approches basées sur la médecine réparatrice, sur la médecine régénératrice avec des cellules souches. Il y aura probablement aussi de nouvelles maladies qu'on ne sait pas bien encore anticiper, ou de nouvelles composantes des maladies. Tout ça, effectivement, on peut s'y attendre. Ce qu'elles auront toutes en commun, c'est un point, c'est celui des données. C'est le data, le big data, et vous allez voir qu'en santé, ces données, elles sont très particulières. Et j'ai une conviction pour les 15 années qui viennent, c'est que mon fils Xavier, comme vous le voyez, c'est un Californio-nantais bien nourri, à mi-chemin entre la galette saucisse et le fish and chips. Eh bien, le petit Xavier, là, vos enfants ou vos petits-enfants, dans 15 ans, ils n'accepteront plus qu'un médecin prenne sa décision sur la seule base de son expérience et de sa mémorisation. Ils ne l'accepteront plus, peut-être même, ils ne comprendront pas qu'un médecin ait l'arrogance de prendre une décision, finalement, simplement basée sur sa formation initiale, et puis vraiment comment il va sentir la décision. Et ça, en fait, ce n'est pas vraiment de la science-fiction. Pour faire référence à Star Trek, au tricorder, cette science-fiction-là, elle a le mérite de placer les outils technologiques vraiment au rang d'outils. Et si vous faites bien attention, dans Star Trek, c'est jamais l'outil qui prend la décision, c'est toujours l'outil qui est au service du médecin, au service de celui qui l'interroge. Donc finalement, la technologie, l'intelligence artificielle, le big data, ils sont là pour prolonger l'intuition du médecin, pas pour le remplacer. Et il y a une fausse peur que de croire que la technologie va remplacer le médecin. Souvent, je dis effectivement, ce n'est pas une révolution, c'est une réévolution. Et la médecine, finalement, se réinvente constamment à mesure qu'elle est capable d'absorber de nouveaux outils. Pour mon fils, pour vos enfants, ça leur paraîtra bizarre, finalement, comme aujourd'hui, on n'imaginerait plus d'avoir une voiture sans ceinture de sécurité. Il y a 30 ans, 20 ans, c'était la norme. Ou une télévision pour laquelle il faudrait se lever pour aller changer les chaînes. Vous n'avez peut-être pas connu ça. Aujourd'hui, il faut se lever pour aller chercher où on a bien pu mettre cette sacrée télécommande. Imaginez simplement que pendant des années, on a traité le diabète sans être capable de mesurer la glycémie. Il y a quelques années encore, un bon cardiologue, c'était quelqu'un qui était capable de bien écouter le cœur et de détecter des anomalies du rythme cardiaque. Aujourd'hui, à part Dr House, le cardiologue, il n'utilise pas son stéthoscope. C'est devenu un expert pour lire les ECG, pour détecter sur un enregistrement des battements du cœur vraiment un dysfonctionnement cardiaque. Et puis on pourrait multiplier les exemples. On imaginera bientôt plus traiter des tumeurs sans en avoir fait le séquençage de l'ADN. Alors, cette idée sur la médecine dans 15 ans, c'est de dire effectivement, ce qu'on peut savoir, c'est que les données auront une place croissante, une place grandissante. C'est une opportunité pour le médecin qui va avoir à sa disposition des outils pour mieux comprendre les données, pour mieux digérer l'information et prendre pour chaque patient
dans leur diversité, la meilleure décision au meilleur moment. Alors, je vous disais que ce n'était pas complètement de la science-fiction, et puis pour rentrer un petit peu dans le concret ce soir, je voudrais vous montrer le travail qu'on a réalisé pour la sclérose en plaques. C'est une application iPad dont je vais tenter de vous faire une démonstration en direct. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie très intéressante où le système immunitaire, on peut dire, fait un peu de zèle. Une maladie auto-immune, le système immunitaire se retourne contre soi-même et ce système immunitaire va venir attaquer les cellules qui fabriquent l'isolation autour des neurones. Et donc, quand il n'y a plus d'isolation autour des câbles électriques, bien forcément, il y a des fuites et on a des difficultés à faire des mouvements, certains troubles cognitifs. Donc, c'est une maladie qu'on sait de mieux en mieux traiter. On a un arsenal thérapeutique. Mais ce qui est frappant, c'est l'hétérogénéité entre les patients. Il y a des patients qui vont pouvoir vivre avec la maladie sans que ça se voit trop pendant des années, et d'autres, au contraire, où en l'espace de quelques années, ils vont se retrouver en fauteuil roulant. Et donc notre vraie difficulté à traiter ces patients, c'est de faire face à une hétérogénéité clinique qui se traduit dans l'évolution des patients, dans la difficulté à répondre à tel ou tel traitement. Alors vous savez que les professeurs d'université ne parlent pas par leur chiffre d'affaires, mais font des publications. C'est un travail qu'on a publié déjà sous la forme du prototype en 2014. Donc, ce sont des articles qui sont disponibles sur le web. Et on a essayé vraiment de montrer, d'imaginer qu'est-ce que sera la médecine de précision, avec quels outils on va le faire. Alors, c'est ce travail que je vais vous montrer. La question qu'on s'est posée, c'est de comprendre comment le numérique va nous permettre de mieux comprendre les maladies, en particulier ces maladies complexes, ces maladies dont le point commun, c'est l'hétérogénéité, pour lesquelles on va avoir des difficultés à le traiter. Alors, pour bien comprendre ce qu'on fait, je reprends le petit Xavier et quand je l'emmène chez le pédiatre fait un truc formidable. Plutôt que d'avoir un long débat sur l'épaisseur de ses joues, bien, vous avez vu qu'il est bien nourri, hein, ce petit, eh bien, le pédiatre, plutôt que d'avoir un long débat avec le père, la mère, la grand-mère sur savoir s'il n'est pas un peu gros, moi je suis originaire de Vendée, en Vendée on dit il a les os lourds. J'ai jamais trop bien compris ce que ça voulait dire, mais vous voyez qu'il est heureux. Eh bien, qu'est-ce que fait le pédiatre ? Plutôt que d'avoir ce débat, le pédiatre, il va venir chercher une courbe de croissance, il va placer le petit Xavier ici, vous voyez l'étoile rouge, là, il va dire, bah voilà, votre fils, quand je le compare aux enfants de même taille, il est dans le 2% des enfants les plus lourds. Incroyable, voilà la médecine de précision. On a fait le lien entre une mesure, le poids de mon fils. On a fait le lien entre l'individu et la population, c'est-à-dire qu'on utilise le poids de tous les enfants ayant la même taille déjà vu, et on va en déduire une évaluation de la normalité du poids de mon fils. Il est dans le top 2%. Autant vous dire qu'on va arrêter le ketchup, les frites et le poisson pané. Et on s'est dit que ça, c'était une idée formidable, que les données, nous, dans la recherche, on les fabrique. C'est l'enjeu de nos recherches, de fabriquer les données qui serviront de référence dans des publications pour demain, et que peut-être le numérique nous donnait une nouvelle opportunité pour rendre ces données plus accessibles. Et donc on a réalisé cette application. On s'est dit, bah, peut-être que les courbes papier là, du pédiatre, c'est un peu hors d'âge. Peut-être faire ça sur une application iPad, et avec cette application iPad, générer en temps réel des courbes de croissance pour l'ensemble des données que l'on a pour des maladies aussi complexes que la sclérose en plaques qui évoluent sur des dizaines d'années. Et donc on a réalisé cette courbe de croissance électronique avec toutes les mesures dont on dispose. Et puis ce qui est important, encore une fois, contrairement à ce que fait le pédiatre avec ses courbes en papier, eh bien, on met le médecin en puissance. On va lui donner la capacité de dire « Ok, je veux comparer un individu à d'autres qui ont certaines catégories. » Et puis finalement, avec des interfaces, on a la capacité de le montrer. Alors si on peut basculer sur l'application iPad, merci, voilà. Donc je vais vous montrer en temps réel. L'application, elle est là. Je choisis une patiente ici de manière anonyme. C'est une femme, 35 ans. Elle a eu la maladie à l'âge de 21 ans. Je suis en train de lire le bandeau tout en haut. Elle a une forme particulière de la maladie. Et puis, au cours des 5 premières années, elle a eu 5 attaques. C'est une maladie un peu compliquée qui évolue par crise. Et donc, c'est typiquement la manière dont un interne en neurologie, en début de formation, présenterait le cas. Mais là, on a accès à l'ensemble des données. Les données cliniques, comment cette patiente a évolué. On montre un score qu'on appelle l'EDSS, qui est un score assez classique. Plus on est haut, plus on est sévère. On montre l'ensemble de l'historique des traitements dans la partie en bas à gauche que cette patiente a reçu, avec différentes familles de médicaments qui sont ici représentés par différentes couleurs.
on représente les moments, les épisodes sévères de la maladie avec des triangles. Et puis sur la partie droite, on donne accès peut-être à d'autres données qui sont disponibles. Et ce sont des données qui représentent à la fois l'imagerie cérébrale, des calculs que l'on va pouvoir faire à partir de l'imagerie cérébrale, de l'imagerie oculaire, et puis des biomarqueurs, en particulier des marqueurs génétiques. Alors si j'accède à ces données, je peux représenter au cours du temps comment ce patient, cette patiente a évolué au cours du temps. Rien que ça, d'être capable de montrer au lit du malade, pendant une consultation, l'ensemble des informations, c'est la révolution. Et ça, on l'a vu très vite en bêta-testant cette application. On s'est dit, mais finalement, on est en train de créer un troisième point de référence dans la relation médecin-malade, avec ce qui se passe, c'est que le médecin et le patient sont en train de commenter les données qu'ils voient ici. Au passage, c'est ce que tous les hôpitaux devraient déjà être en train de faire plutôt que d'essayer, en particulier aux États-Unis, de maîtriser l'information pour pouvoir mieux facturer. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire le lien entre un patient et l'ensemble des autres patients que l'on a déjà vus. Et c'est ce que l'on fait ici à partir d'une requête. J'envoie une requête en Californie, il me renvoie une courbe de distribution. Et donc la donnée individuelle, je vais pouvoir l'interpréter dans le contexte de la distribution que j'observe en population. Et donc vous voyez que cette patiente ici, elle était dans les 25% des patients les plus sévères en 2005. Et puis l'année suivante, eh bien, quand on la compare à d'autres patients, toujours aux patients qui sont similaires, eh bien, elle est passée dans les 10% les plus sévères. Donc vous voyez que grâce à la puissance de la comparaison, il n'y a plus besoin de faire 12 années d'études de neurologie pour arriver à interpréter ces scores et leur normalité. On arrive, grâce aux données, à dire, OK, elle est passée du premier quart aux 10% des patients les plus sévères. Ouais, elle sait quand même, ça ne va pas bien. La thérapie qu'on a choisie pour cette patiente ne marche pas ou ne marche plus. Peut-être qu'on a un argument quantifié pour pouvoir prendre une décision et changer le traitement. Je vous ai dit tout à l'heure, introduire le numérique dans la santé, ce n'est pas pour remplacer le médecin. C'est vraiment pour prolonger son intuition. Et si le médecin me dit « Écoute, super, tes données là, mais c'est une femme. Dans la sclérose en plaques, on a à peu près 2 femmes pour un homme. Est-ce qu'on ne peut pas la comparer qu'à des femmes ?» De la même manière que finalement, tout à l'heure, on comparait le poids à taille égale. Eh bien oui, c'est ce que le numérique doit pouvoir permettre de faire. Et donc, vous voyez ici sur l'écran, je vais enlever les hommes de la population de référence. Alors évidemment, on le voit en bas, je vais avoir moins de patients avec lesquels je vais pouvoir comparer cette patiente. Je passe de 548 à 395. Et si je suis content avec ces critères, je pourrais en utiliser beaucoup d'autres, plus complexes, cliniques, génétiques, basés sur l'imagerie cérébrale. Eh bien, je renvoie la requête à mon serveur central, il va recalculer l'ensemble des distributions et puis on va voir si ça change quoi que ce soit à l'évaluation de la normalité de ce patient. Eh bien, ce principe, on peut l'utiliser pour faire une comparaison en temps réel, on peut aussi l'utiliser pour faire une prédiction, tester des scénarios de traitement et dire finalement si cette patiente a les mêmes caractéristiques que quelqu'un qu'on a traité avec le médicament A il y a 2 ans, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette information pour prendre une meilleure décision ? Est-ce que le A va marcher mieux que le B, etc., etc. On peut le faire pour l'ensemble des mesures que l'on a du patient, quelles qu'elles soient, qu'elles aient été utilisées depuis 30 ans, comme ce score d'incapacité fonctionnelle, ou bien que ce soit des nouvelles mesures que l'on propose. Donc on est vraiment en capacité d'accélérer les phases d'apprentissage du médecin. Et puis, on peut appliquer les mêmes concepts à des données qui sont encore plus complexes. Et c'est ce qu'on a fait ici en disant, bon, les mesures, c'est très bien. Aujourd'hui, ce qui a changé notre vue de la maladie, c'est véritablement l'imagerie cérébrale. Et donc, on s'est dit, OK, plutôt que d'avoir des CD-ROM, on va stocker tous les IRM dans des serveurs in the cloud et on va les compresser et on va les rendre disponibles. Alors, au moins en 3 dimensions. Donc, vous voyez, la clé, c'est l'accès à l'information. Donc, je peux regarder ici l'IRM dans toutes les dimensions, bouger des coupes du cerveau de l'avant à l'arrière, de droite à gauche. Et puis, je montre souvent cette... Un grand merci Pierre-Antoine. Merci.